si vous voulez, c'est que j'ai le sentiment que par rapport à il y a 10 ans, quand je militais ici, que le pessimisme s'est installé. Je ne comptais pas parler de ça, mais je suis obligé de mettre ça sur la table parce que ça me frappe beaucoup. Ça me frappe beaucoup. J'ai le sentiment, en t'écoutant par exemple, que putain, en fait, j'ai eu l'impression, je suis sincère, hein, de me dire putain, pourquoi j'ai milité quand j'étais jeune, si on arrive à cette espèce de constat un peu d'échec. Moi, je suis d'un pessimisme légendaire. Alors, parce qu'on rigole quand même beaucoup à Marseille. Je sais, non mais moi je suis en militance heureuse. D'accord, non mais alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je m'intéresse au futur. Donc, comme dirait Laurent tout à l'heure, en tête à tête, je me suis embourgeoisé. Oui, c'est vrai. Je me suis embourgeoisé. Je dirige un journal de bobo qui est lu par les centres-villes. Qui s'appelle Uzbek Erika. Je précise à toute fin utile que comme on est à la maison des potes et qu'on ne peut pas faire comme tout le monde, mon journal prend un S et pas un Z si jamais vous voulez sur le site. Rien ne change en maison des potes. Voilà. Donc vous y lirez d'ailleurs un article fort intéressant que nous avons publié il y a 2 jours autour de la gentrification. On a interviewé donc Sharon Zukin qui a écrit un bouquin qui s'appelle Naked City en 2010 où elle explique un peu le phénomène de gentrification, de brooklynisation, voire, dit-elle, de Williamsburgisation, qui est le quartier de bobo dans Brooklyn. Moi je m'intéresse beaucoup à une chose qui me paraît assez importante dans notre débat, c'est la révolution numérique. Pourquoi je parle de révolution numérique et comment je fais en sorte de coller cette question-là à la question de la République? C'est parce que quand on parle de République, on envisage un espace de vie commune, un espace à la fois géographique, de vie commune, et en même temps, un espace, je dirais presque métaphysique ou symbolique de vie commune. Quand on vit en République, en réalité, on signifie on est tous extrêmement différents, on vient tous d'origines très différentes, on a des vies spirituelles très différentes, et pour autant, nous vivons dans le même espace-temps. La France, comme vous le savez, et comme l'a répété Pascal tout à l'heure, est une idée. Et c'est ça qui est très particulier avec le fameux patriotisme à la française ou avec la question identitaire. Quand on est un patriote français, ça ne veut pas dire qu'on est pour les Français contre les autres. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, on considère que la France est la patrie universelle. D'ailleurs, au moment de la Révolution française de 1789, des gens de tous les pays venaient en France parce qu'ils considéraient que c'était là qu'ils pouvaient s'émanciper. Donc l'identité française, c'est avant tout une émancipation personnelle par rapport à ce qu'était la monarchie et par rapport à ce qu'était l'ordre divin. De ce point de vue-là, la révolution numérique, elle nous pose un problème. Parce que dans la vie numérique, et nous sommes tous confrontés à cette espèce de double vie à la fois réelle et virtuelle, dans la vie numérique, le socle commun est segmenté. Je vous donne un exemple. On est tous sur Facebook, peu ou prou. Il n'y a pas un Facebook, il y a des Facebook. Chacun a son Facebook. On est sur Twitter, mais mon Twitter, mais t'as pas Twitter, mon Twitter, le fil Twitter est différent du fil Twitter de Hakim. Autrement dit, nous vivons dans des espèces d'espace-temps différents. De ce point de vue-là, ce qui est génial dans la révolution numérique, c'est-à-dire que nous avons tous accès à la connaissance planétaire. Ma fille de 11 ans, elle peut télécharger tout David Bowie en une seule seconde. Alors que moi, pour télécharger tout David Bowie, pour avoir tout David Bowie quand j'étais jeune, il fallait que je fasse la queue 100 ans au bouquiniste, à Marseille d'ailleurs, dans le Bourgogne. Et je mettais plusieurs années à accumuler ma collection de David Bowie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette espèce d'âge de l'accès dont avait parlé le prospectiviste Jeremy Rifkin dès l'année 2000, dans cet âge de l'accès où on peut tout attraper, on peut aussi attraper toutes les connaissances et tous les savoirs, y compris les plus antagoniques les uns avec les autres. Exemple, l'école. L'école de la République est censée nous donner un savoir commun. Nous savons que, par exemple, en fait, Adam et Ève n'ont pas été les premiers hommes sur la Terre. En fait, ça s'appelle une parabole. Oui, mais alors figure-toi, camarade, que en fait, grammaticalement, ce que je dis est juste.
Non, mais il fait son gauchiste, je le connais. Les êtres humains. Voilà. Les premiers humains sur Terre. Aujourd'hui, on peut obtenir sur Internet des connaissances extrêmement antagoniques. Par exemple, on peut apprendre aux États-Unis que on peut apprendre le créationnisme contre le darwinisme. On peut, et je vois marqué sur cette petite invitation, la question du complot. Sur Internet, tout est dissible, tout est entendable, et tout se vaut d'une certaine manière. Et je pense que... Comment ? Tout est vendable. Tout est vendable, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi, par exemple, j'explique sur Internet que ton t-shirt est vert, il y a plein de gens qui vont être d'accord avec moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, je crois que non seulement on a un problème, je dirais, de politique de la ville, on a un problème de ségrégation, on a un problème de discrimination, on a un problème d'inclusivité dans l'espace urbain, mais en plus de ça, c'est rajouter une question qui, à mon avis, est fondamentale, c'est que la virtualité et l'équivalence des points de vue, comme diraient les sociologues, c'est surajouter à notre problème initial, et donc c'est extrêmement difficile de vivre dans cet espace-temps commun dès lors que la vie virtuelle nous fait vivre dans un parallélisme de vie totalement hallucinant. Alors, moi, très rapidement, comment mon journal essaye de répondre à ce type de choses. Par exemple, sur la théorie du complot, nous, on met en place des petites vidéos qui essayent de tordre le cou à la folie qu'on peut parfois lire sur Internet. Je vous donne un exemple. Vous avez sans doute entendu parler des chemtrails. Comment ? Les chemtrails, les traînées chimiques qui sont laissées par les avions dans le ciel. Voilà l'une des principales des théories du complot qui court actuellement en ligne, qui est de dire que les traînées blanches qui sont laissées par les avions dans le ciel sont en fait le produit de la CIA pour nous, le peuple, nous intoxiquer. Mais c'est extrêmement sérieux. De la même manière, on nous fait croire sur Internet que le mouvement perpétuel existe. Or, le mouvement perpétuel s'affronte à toutes les théories extrêmement prouvées par la science. En fait, le mouvement perpétuel n'existe pas, mais nous dire qu'il existe, c'est nous dire par derrière que l'industrie de l'automobile nous ment pour nous refourguer ses bagnoles et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse déjà s'entendre sur un socle commun, ne serait-ce qu'un socle scientifique commun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas seulement là en tant que partisan d'un futur technophile merveilleux dans lequel demain tout se passera bien. Mon journal s'intéresse aussi évidemment à la question de la République. C'est un journal qui, je crois, est resté fondamentalement républicain, ne serait-ce que parce que moi je le suis et que je le dirige. Tant pis pour ceux qui veulent la merde. L'année de... C'est un trimestriel. C'est un trimestriel papier et sur Internet. Toute l'année 2016, c'est-à-dire dans l'espèce de course d'élan qui précède l'élection présidentielle, on a décidé, nous, à la rédaction de mon journal, d'imaginer la France du futur. Et donc, comme c'est un trimestriel, il y a 4 numéros. Et le premier numéro était sur l'éducation. Le deuxième numéro était sur la question démocratique. Là, de ce point de vue-là, je rejoins notre ami. C'est totalement lunaire de continuer à vivre sous le régime de la 5e République. Un régime qui a été écrit par un homme en uniforme de l'identité. Parce que je pense que c'est quand même important de ne pas laisser la question identitaire à ceux qui considèrent qu'elle est fondée sur le sang et sur les racines judéo-chrétiennes. Autrement dit, pour moi, ce qui est très important, et je reviens à mon propos liminaire sur le pessimisme que j'entends chez les uns et chez les autres, je pense que, Laurent, ça s'adresse aussi un peu à toi, je pense, je me permets de te le dire parce que je te connais depuis longtemps. Attention à utiliser correctement les termes de colonisation, attention à utiliser correctement les termes d'apartheid. J'ai passé moi beaucoup de temps dans ma vie avec Scalpel notamment, je me permets de t'appeler par ton pseudo de l'époque, et avec Hakim, à essayer de dévictimiser notre discours. Je pense que la première des déghettoisations qu'il faut opérer, c'est en nous-mêmes, en essayant d'arrêter de se vivre comme des victimes. Et je le dis alors que je ne suis moi-même pas une victime, donc je me permets.
et de faire en sorte d'aller vers l'avant. Et donc, si vous voulez, le projet français, la République, lutter contre les ghettos, lutter contre la discrimination, c'est d'abord essayer de construire cette France du futur. Moi, je suis plus militant, mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui quand même me confortent dans mon optimisme. J'ai le sentiment quand même que l'intégration républicaine, elle a fait son œuvre. Peut-être qu'elle a très bien réussi et que justement elle se heurte aujourd'hui à un noyau dur qui ne veut pas que ça continue dans cette réussite. Mais tous les jours, je croise des magistrats, des innovateurs, des entrepreneurs. Je suis d'accord sur le fait que, ne serait-ce que pour des questions démographiques, la richesse de notre pays, elle est située en banlieue, parce que les gens sont jeunes, parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils croient à l'avenir. Moi qui m'intéresse au foot, je vois tous les jours qu'il y a des arbitres, il y a des dirigeants de clubs qui sont issus de l'immigration. Donc j'ai plutôt un sentiment d'optimisme par rapport à ça. Mais pour être optimiste, il faut aussi pouvoir, je crois, sortir de cette espèce de super constat que tout va mal et d'essayer de recréer tous ensemble un socle commun, parce qu'en fait la France, c'est pas la France que les techno-fachos, c'est comme ça que tu les as appelés, c'est pas celle-là qu'on doit valoriser pour demain. Je crois que c'est notre France, et notre France elle est profondément républicaine, et l'identité c'est réellement le projet. La France est une idée et je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Voilà.